Barthélémy Ngom. À la une, l'étau qui semble se resserrer autour de Barthélémy Diaz, le maire de Dakar convoqué par la sûreté urbaine. L'on ignore les motifs de sa convocation qui a été confirmée par son chargé de communication, Pape Konaré Diaïté, qui dénonce une volonté manifeste du régime de nuire à Barthélémy Diaz pour récupérer la ville de Dakar. Assemblée nationale, réunion du bureau cet après-midi au lendemain du dépôt du projet de budget 2025 et de la loi de finances rectificative sur la table du président de l'Assemblée. La passerelle de Yoff finalement déposée pour non seulement éviter que ça tombe sur les automobilistes, mais surtout permettre une reprise de la circulation sur cet axe très fréquenté. L'infrastructure a été heurtée par un camion. Le chauffeur arrêté par la gendarmerie. Une plainte est d'ailleurs annoncée pour destruction des biens publics. Dans ce midi, le bilan de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain organisée à Dakar du 7 novembre au 7 décembre dernier. Elle a eu un cachet populaire particulier malgré le contexte peu favorable, mais le défi est encore immense pour mieux vendre la destination Sénégal à travers une véritable industrie culturelle. Le grand journal, nous serons avec Georges Déthié-Diop pour les actualités internationales. Malal Diane Junior également va nous rejoindre pour le journal des sports et Mohamed Ali Mouba pour la revue de la presse. Point de vue, budget 2025, comment concilier rationalisation des dépenses et prise en charge des urgences? La parole à nos deux intervenants en fin de journal. Kaderlo Abdul Khadr à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, convoqué par la sûreté urbaine. L'on ignore les motifs de sa convocation qui a été confirmée par son chargé de communication. Écoutez Pape Konaré Diaïté, joint tout à l'heure par Anna Rocha. Le maire Barthélémy Diaz a reçu une convocation de la sûreté urbaine. Il est convoqué quand exactement? Bon, en ce qui concerne la date, nous ne saurons vous le dire, parce qu'effectivement, donc il n'était pas chez lui et il y avait donc les membres de sa famille qui étaient ainsi que donc ses gardes du corps. Est-ce que vous savez pourquoi il est convoqué? Bon, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, en ce qui concerne le motif, on pourra tout simplement vous revenir plus tard pour le motif. Mais aujourd'hui, ce que tout le monde a constaté, c'est qu'il y a un acharnement contre Barthélémy Diaz. Ils avaient tantôt parlé d'audit, ensuite ils créent des articles qui n'existent que dans leur tête, et enfin, donc là, on nous revient avec une convocation de la sûreté urbaine. Donc, cela montre clairement qu'il y a effectivement donc, un acharnement contre la personne du maire de Dakar. Donc, je pense que l'État gagnerait à se concentrer sur autre chose, parce que les priorités sont ailleurs. Actuellement, on a tous vu qu'il y a un grand problème avec aussi donc, l'économie sénégalaise. Donc, je pense que les priorités doivent être ailleurs. Lors de sa conférence de presse, le maire avait évoqué la possibilité d'un recours. Est-ce qu'il a été déposé? Effectivement, les avocats donc, sont en train de travailler sur ça. Donc, il a commis un pool d'avocats, dont Maître Amadou Sall, l'ancien garde des Sceaux. Donc, ils vont travailler sur un recours contre sa radiation à l'Assemblée nationale. Vous savez s'il va déférer à la convocation, Pape? Pour ça, on ne peut pas vous en dire plus. Donc, de toute façon, nous sommes en train de nous concerter avec nos avocats et on vous reviendra, donc, je pense, d'ici la fin de la journée. Pape Konaré Diaïté, le chargé de communication de Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar, qui, je le rappelle, a été convoqué par la sûreté urbaine. Le journaliste Adama Gueye, lui aussi convoqué par la cybersécurité quelques jours après son passage à la division des investigations criminelles. La convocation par la cybersécurité fait suite à la plainte d'Abbas Fall, nouveau ministre du Travail, dans le cadre de l'affaire dite Azer. Adama Gueye, qui donne l'information sur les réseaux sociaux, n'a pas dévoilé la date de sa convocation. Il dit en tout cas vouloir que les autorités attendent le retour de son avocat qui se trouve hors du pays. Le projet de budget 2025 déposé à l'Assemblée nationale hier, de même que la loi de finances rectificative, cela fait une semaine suite à son adoption en Conseil des ministres. C'était la semaine dernière. Le ministère des Finances et du Budget procédait donc à des finalisations du document. L'Assemblée nationale se réunit justement cet après-midi pour le vote du budget. Convocation des députés à partir de 15h. L'article 86.6 de la Constitution devrait être invoqué pour son passage devant les députés. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Cette rencontre des responsables et militants du parti PASTEF du département de Bounkiling, ils se sont donné rendez-vous dans la commune de N'Diamalaten. Rencontre au cours de laquelle les populations ont à nouveau posé sur la table de revendications l'électricité, une ambulance, des routes praticables ou encore un collège. Bakary Conté. N'Diamalaten est malade. La commune souffre d'un manque criard d'infrastructures. Les populations invitent les nouveaux députés du département de défendre les intérêts de leur localité.
localité. Maudissi est le chargé des élections Pastef Bunkiling. Nous attendons de ces députés d'amener les doléances du département. Lesquelles doléances? Manque d'électricité, manque de route, manque de travail, manque de réalisation, des forages. Jusqu'à nos jours, les femmes de Kabada ou du département de Bunkiling puisent de l'eau. Presque des puits qui font 50-60 mètres, ça c'est très difficile. N'Djamalakel est la seule commune du département de Bunkiling qui n'a pas de collège. 4862 enfants sont sans extrait de naissance. J'ai été dans l'école élémentaire, j'ai été surpris de trouver que les élèves parfois amènent des pots pour s'asseoir et pouvoir suivre les cours. Il n'y a pas de table de banc, il n'y a pas de construction. Les 14 communes du département ont des CM, sauf la commune de N'Djamalakel. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs pendant les examens, si vous venez, ils font leurs examens avec des engagements. Le dernier recensement qu'on avait fait, on était à 4862 personnes qui n'ont pas d'extrait. Sur les 28 villages que compte la commune, seul le chef-lieu de commune est électrifié. Vous partez à Dator, c'est pareil. Partez à Boudouk, Belengara Sarayaya, Medina France. Tous ces villages, il n'y a pas d'électricité. Diallo-Kunda, Kanikunda, tout ça. Sur les 28, il n'y a que N'Djamalakel qui a une électrification. Et cette électrification, il n'y a pas d'extension dans le village. Souvent, les vols de bétail sont là, tout ça. L'État n'a pas toujours construit le siège de l'hôtel de ville de la commune de N'Djamalakel. Pastef Bunkiling déplore aussi le manque d'eau potable et de réseaux téléphoniques dans cette collectivité territoriale frontalière à la Gambie. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Les automobilistes ont souffert hier sur la route de Yoff, bloquée durant plusieurs heures dans la circulation. À l'origine, un incident survenu sur la passerelle qui a été heurté par un camion. Le chauffeur a été interpellé et une plainte annoncée. La passerelle a été déposée pour éviter que ça tombe sur les automobilistes et permettre en même temps une reprise de la circulation sur cet axe très fréquenté. Les riverains ont saisi l'occasion pour demander la construction d'autres passerelles pour faciliter la traversée des piétons. Le trafic est dense sur la route menant à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Les piétons, n'ayant pas trouvé un moyen de transport pour rentrer, marchent pour réduire leur trajet. Un camion a heurté la passerelle de Yoff, créant un désordre indescriptible. Ousmane Ndiaye est dépassé par la situation. La situation est vraiment catastrophique parce que depuis une heure de temps, même pas 1 kilomètre, je n'ai pas à passer parce que c'est un camion qui n'a pas plié son ben. En fait, il a heurté. C'est pour ça qu'il faut qu'il nous aide à se lever dans la minute qui suit s'il y a un accident. Vraiment, c'est le bon dernier mot. Nous avons rencontré Ousseynou près de la passerelle de Yoff, assis sur sa moto, observant la scène avec inquiétude. Il déplore les dommages. Cet incident a créé une situation indescriptible. Beaucoup de gens peinent à rentrer chez eux. C'est difficile. Je déplore aussi le fait que les autorités n'aient pas réagi à temps. En plus, cette passerelle ne suffit pas. Il faut en créer d'autres. Hassan, un jeune habitant de Yoff, dénonce la construction de cette infrastructure qu'il estime ne pas répondre aux normes. J'ai toujours dit que cette passerelle ne répond pas aux normes. En plus, quand vous marchez dessus, vous avez l'impression de tomber. Ça bouge. Alors que cet incident a causé de nombreux embouteillages, les usagers se demandent combien de temps encore ils devront endurer les conséquences de ces infrastructures défaillantes. Ils espèrent que des mesures concrètes seront enfin prises pour permettre la fluidité du trafic sur cet axe. Le chauffeur du camion qui a heurté cette passerelle de Yoff a été arrêté par la gendarmerie et la Géroute annonce une plainte pour destruction de biens publics. La campagne de commercialisation de l'arachide, la Fédération nationale des femmes rurales qui rejette le prix plancher de 305 francs CFA le kilogramme. Ces femmes appellent à une forte mobilisation pour contraindre le gouvernement à augmenter le dit prix. Sur un autre volet, elles réclament le retour du programme alimentaire mondial pour plusieurs raisons. Fatoumbo. Le prix fixé de l'arachide continue de susciter indignation parmi les agriculteurs du bassin arachidier. C'est le cas de la Fédération nationale des femmes rurales. La présidente Ndjouk Lindor Mbaye dénonce toujours les 305 francs fixés comme prix plancher et appelle à une protestation. Parce que le prix là qu'on a fixé, c'est pas bon pour les paysans, c'est pas un bon prix et c'est difficile à vivre. Et nous allons nous réunir pour dénoncer ce prix-là. Le faible rendement de cette année risque d'impacter gravement les acteurs agricoles selon elle, d'où la nécessité de faire revenir le programme alimentaire mondial. La campagne de cette année est désastreuse.
Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est inadmissible et c'est difficile. Si le gouvernement ne prenne pas les dispositions qui servent, faire revenir le programme alimentaire mondial, aider les populations rurales, ce sera catastrophique parce qu'il n'y a rien. Dans les greniers, il n'y a rien comme arachide, même pour le foin. Ainsi, la fédération invite ses pairs à une introspection liée à cette situation afin de trouver des solutions durables pour les prochaines récoltes. Les acteurs agricoles doivent se réunir pour voir quels sont les véritables problèmes de ce rendement. Démarrage timide de la campagne de commercialisation de l'arachide, le prix vendu sur le marché pose toujours un problème chez de nombreux agriculteurs qui peinent à faire des chiffres d'affaires. Fatou Kaulak, Radio Futur Média. Matam, baisse des productions agricoles, une conséquence des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Un plan spécial de relance a été lancé et c'est ce qui explique la distribution gratuite des semences de maïs, de niébé ou encore de pastèque aux agriculteurs. C'est dans le dessein de relancer la campagne de culture de décrue, une première dans l'histoire de cette forme de culture. Ali Bandelniang. Transformer la contrainte en une grande opportunité, la volonté du ministère de l'Agriculture est bien claire. Malgré ses nombreuses victimes, la crue exceptionnelle de cette année offre bien de grandes perspectives. Après le retrait des eaux, des milliers d'hectares de terres de culture du Wallo. Conformément aux engagements du Premier ministre lors de son dernier séjour à Matam, le gouvernement du Sénégal vient de convoyer des semences de maïs, du niébé et des pastèques gratuitement distribuées aux paysans. Une première dans l'histoire de la culture de décrue à Matam. Cheikh Ahmed Tidiane Dien, DRDR de Matam. La région de Matam, on avait prévu de mettre en place 35 tonnes de maïs hybride et c'est déjà fait, c'est déjà réceptionné et les producteurs ont même commencé à enlever leur quota. Ça c'est un geste vraiment à saluer vis-à-vis des producteurs qui étaient impactés par la crue du fleuve, qui ont perdu la production. Donc l'État vient en fait les accompagner pour la relance de leur activité agricole, surtout avec les campagnes de décrue et de contre-saison qui viennent de démarrer dans la région de Matam. Et même l'engrais triple 15 est déjà réceptionné. Donc l'État a tenu ses engagements envers les producteurs et c'est un geste. Au même moment, la SAED qui compte dérouler un programme spécial de contre-saison pour compenser des milliers d'hectares perdus est en train de suivre le début des récoltes des rizières. On a déjà notifié aux producteurs sélectionnés. Les moissonneuses batteuses déjà disponibles au niveau de la SAED où la balle est dans le camp des producteurs sélectionnés qui peuvent aller dès à présent au niveau des banques. L'intensification et la diversification des cultures pour faire face à de réels risques d'insécurité alimentaire dans une région qui a fortement subi les conséquences d'une catastrophe naturelle. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi, 14 minutes à Thiès. Cher Anta Diop, notre correspondant, bonjour. Oui, bonjour, Barthélémy. Le chef de l'État à Thiès, justement, Bassirou Diomaye Faye, procède à l'inauguration de la statue Lat Dior. Il est en train même de délivrer son discours et vous l'avez dit ce matin, la ville de Thiès a décidé de rendre hommage à Lat Dior, grande figure de la résistance de l'occupation coloniale. Ce district du Cayor et le conseil municipal a décidé d'ériger en tout cas au mémorial à sa mémoire. Et le chef de l'État a fini de dévoiler la statue Lat Dior et son cheval. Et actuellement, il est en train de délivrer un message aux Thiessois. Et comme tout à l'heure, Babacar Diop a pris la parole, il avait même demandé, en dehors même de cette inauguration, la relance du chemin de fer et la réalisation des projets par de la capitale du rail. Et il a même annoncé qu'une copie sera remise au chef de l'État. Donc Babacar Diop a fini de faire son discours. Il a présenté, donné des doléances au président de la République. Et vous entendez même en fond sonore le discours du chef de l'État. Et le chef de l'État a même dit ici à Thiès qu'il fera beaucoup mieux pour aider en tout cas tous les artistes du Sénégal. Et pour vous dire que le président de la République a été élevé à la dignité de citoyen d'honneur de la ville de Thiès. En tout cas, le maire de la ville de Babacar Diop et son conseil municipal ont décerné la médaille de la ville de Thiès au président de la République. Et si vous me permettez, Barthélémy, oui. Donner tout de suite la quintessence même de ce discours du chef de l'État que nous allons écouter en quelques secondes. Voulez-vous de voir de Dieu. Moins connue est la grève de 1968 qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre
de la même année. Un autre massacre colonial que vous avez immortalisé, monsieur le maire, avec l'érection d'un monument au bout de l'avenue Aïna Fall, à l'entrée de la cité Ibrahima Sarr, du nom d'un des leaders de la grève de 1947. Voilà, Oui, Cheikh Anta. Oui, effectivement. Pour le moment, on peut dire que tout est important parce que tous les établissements scolaires de Thiès sont fermés et les élèves sont sortis massivement pour accueillir le chef de l'État. Merci. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop, notre correspondant à Thiès. Pas de cours donc dans la ville. Tous les élèves ont été libérés pour venir accueillir le chef de l'État qui procède à l'inauguration de la statue Lat Dior, une figure emblématique donc de la résistance de Lat Dior Diop, ce digne fils du Kayor. Midi 16 minutes, résorber le déficit d'enseignants. Déficit estimé à plus de 4000 enseignants. L'une des problématiques soulevées hier en Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a d'ailleurs donné des instructions pour la finalisation d'un programme spécial de recrutement d'enseignants sur 3 ans. Koumba Sandiane Faye s'intéresse à la faisabilité et à la disponibilité d'enseignants outillés ou même, si vous voulez, prêts à rejoindre les salles de classe. Jusqu'aux dernières estimations, l'école publique sénégalaise avait besoin de plus de 4000 enseignants. Nombre réduit grâce au dernier recrutement de 2000 enseignants, 1500 pour le préscolaire et l'élémentaire sortis des CRFPE et 500 sortis de la FASTEF pour le moyen secondaire. Un gap criant que constate le président de la République, Diomaye Faye, qui presse le gouvernement à finaliser un programme spécial de recrutement d'enseignants. Une vieille doléance des acteurs du système éducatif, notamment des syndicats d'enseignants, selon qui le déficit n'a jamais favorisé les performances scolaires. Amidou Diédiou est le secrétaire général du CELS. Ce déficit d'enseignants qui nous mène à la politique des classes spéciales, entendez les classes double flux et les classes multigrades, ce qui n'est pas de nature à amener la qualité dans l'éducation, et donc ça ne favorise pas des bonnes performances scolaires. Donc tout à fait favorable à l'idée, mais vraiment de recrutement conséquent sur un plan bien déterminé d'enseignants. Nous l'avons toujours dit, et ça a été exactement notre proposition, un plan Marshall qui va consister à résorber ce déficit. Programme spécial s'agirait-il? Quel serait le modus operandi pour concrétiser cet engagement évolué sur 3 ans, 2025, 2026 et 2027, donc dès cette année-ci? Qu'en est-il de la faisabilité? Si on veut recruter un personnel enseignant opérationnel cette année, c'est absolument possible à mon sens. Je pense que au-delà du simple fait de penser qu'il faut l'échelonner dans le temps sur 3 années comme ils l'ont indiqué, nous saluons l'idée. Mais nous pensons également que dans le hic et le nouk, en tout cas tout de suite et maintenant, il est absolument possible. Y a-t-il assez de ressources humaines outillées et prêtes à affronter le système éducatif? C'est bien possible, nous dit le syndicaliste. De s'appuyer sur un vivier qui est là, qui existe. Le vivier, ce sont les enseignants des classes passerelles, qui sont des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui servent dans nos écoles, qui ont une expérience et qui, si cette expérience est consolidée dans le temps, peuvent être de très bons enseignants. Pour nous, il faut s'appuyer sur ces gens. Il faut s'appuyer également sur ceux qui servent dans les classes passerelles de l'élémentaire. Mais il faut s'appuyer sur ceux qui ont accompagné le programme PALAM. Il faut s'appuyer également sur des Sénégalais qui sont dans le privé ou ailleurs, qui détiennent à ce jour des diplômes pédagogiques CEAP, CAP, et qui, en termes d'expérience empirique, peuvent être utilisés aux côtés de ceux qui viennent d'être reçus au concours de recrutement d'élèves maîtres. Outre le déficit qui a longuement hanté le sommet des acteurs, ces derniers pressent à leur tour le chef de l'État à s'intéresser autant que possible à d'autres obstacles, tels que les abris provisoires, ainsi que l'équipement des centres de formation professionnelle. Koumba Sandiane Faye, et puis les rideaux sont tombés sur la 15e édition de la Biennale de l'Art de Dakar. Cette année, elle a eu un cachet populaire malgré un contexte peu favorable. C'est un événement d'envergure mondiale classé 3e biennale au monde, mais il reste encore de nombreux défis à relever pour vendre la destination Sénégal et contribuer à l'émergence d'une véritable industrie culturelle. Un dossier réalisé par Anna Roucha. Depuis 2018, le Dakar rassemble plus de 250 000 visiteurs, dont environ 50 000 étrangers. Des professionnels, des artistes, des galeristes ou encore
dehors des institutions. Commissaire d'exposition et critique d'art, Massa Mambaye juge la 15e édition de la Biennale intéressante. Elle a été intéressante parce qu'elle est dans la continuité des éditions de la Biennale de Dakar, parce qu'il y a une évolution progressive sur le plan organisationnel, mais sur le plan aussi de la plateforme de contenu qui est proposée, avec une volonté de renouveler régulièrement les contenus en fonction de l'évolution des pratiques curatoriales, mais également des propositions artistiques sur le continent et au niveau des différentes diasporas africaines. Aux habitués de la Biennale s'est ajouté cette année de jeunes visiteurs. L'exposition internationale à l'ancien palais de justice a particulièrement drainé du monde car les organisateurs ont fait appel à des influenceurs. Sauf que cela reste un public novice. Khadi Gadjaga est experte en marketing stratégique et communication, connue dans la communication d'événements culturels tels que le Fesman ou le Dakar. Le fait qu'il y ait eu cet engouement pourrait constituer une sorte de déclic qui pourrait amorcer un réel intérêt pour les arts contemporains. Pour que ça se fasse, il faudrait que la Biennale puisse avoir une véritable stratégie de séduction des différentes cibles et notamment la cible jeune. Elle devrait au moins pouvoir maintenir l'engouement en maintenant une offre artistique dans la période du post-événement. Donc des contenus artistiques qui puissent retenir l'attention des divers publics. C'est un véritable challenge en termes de marketing culturel. Vitrine mondiale de l'art contemporain, la Biennale de Dakar doit maintenant disposer d'un modèle économique rentable, selon Khadi Gadjaga. Comment tous ces sites de la Biennale trouvent leur équilibre économique? Ça, c'est des questions qu'il faut résoudre. Comment les artistes gagnent-ils leur vie? Et il faut rappeler que la 15e Biennale d'art contemporain, prévue en mai 2024, a dû être reportée en novembre 2024, ce qui n'était arrivé qu'une fois auparavant pendant la pandémie de la Covid. Donc, je crois que ces reports récurrents ouvrent le débat sur le modèle économique de cette biennale, entièrement organisée et financée par l'État. Pour la prochaine édition du Dakar prévue dans 2 ans, Massa Mambaye propose, lui, une meilleure politique de décentralisation, mais aussi, pourquoi pas, une semaine professionnelle. Je pense que ce serait intéressant d'envisager peut-être une semaine professionnelle qui permettrait aux professionnels de faire un tour des œuvres avec des approches précises et après de l'ouvrir au grand public comme ça se fait ailleurs. Et ça permettra d'avoir un excellent compromis entre ce cachet populaire-là, mais très populaire, qui s'est amorcé depuis un certain nombre d'éditions et qui se confirme cette année. Et en fait, la volonté aussi de créer un centre nodal à travers Dakar, parce que justement, les gens de l'art, mais dans le marché, mais le cœur du marché de l'art, viennent renouveler leur contenu à Dakar aussi et qu'il faut qu'ils soient dans les conditions pour le faire. La Biennale 2024 a suscité un engouement inédit auprès du public, ce qui a longtemps été une problématique. Mais ce cachet populaire n'a pas été sans conséquence puisque des œuvres ont été détériorées. On attend maintenant le bilan officiel du secrétariat général de la Biennale. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détidio. Merci Barthélémy. Les pays africains bientôt membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une déclaration du secrétaire général de l'ONU rapportée par l'agence de presse russe TASS. Antonio Guterres souligne par ailleurs que c'est possible avant la fin de son mandat. Il effectue une tournée en Afrique australe. Selon Antonio Guterres, les obstacles les plus importants à l'entrée des pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU ont été surmontés. Un consensus a été atteint pour que 2 pays africains deviennent membres permanents du Conseil de sécurité. Je suis certain que je ne terminerai pas mon mandat de secrétaire général de l'ONU sans voir des pays africains devenir membres permanents du Conseil de sécurité, a déclaré le secrétaire général cité par l'agence TASS.
Antonio Guterres a ajouté que l'influence du Sud sur les travaux de l'ONU est désormais cruciale, car ces pays représentent la majorité de la communauté mondiale. Le secrétaire général de l'ONU est en tournée en Afrique australe ce 12 décembre. Il devrait participer à des célébrations au Lesotho fin octobre lors de l'inauguration de l'Africa Hall en Éthiopie. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé l'espoir que la représentation du continent dans les organisations internationales augmente dans un avenir proche. Au Burkina Faso, l'explosion d'une voiture fait plusieurs victimes. Des morts et des blessés. L'accident s'est produit dans le sud du pays. Une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux au chevet des familles des victimes. Salimata Aou. Au moins 5 personnes sont mortes et 3 autres blessées suite à l'explosion de véhicules survenue le 10 décembre dernier sur l'axe Pau-Dakola. Parmi les victimes, on dénombre 3 agents des douanes. Les blessés ont été évacués vers Ouagadougou pour des soins spécialisés, selon la direction de la communication du ministère de l'économie et des finances. Le procureur du Faso a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de cette explosion tragique. Les premiers éléments indiquent que l'explosion aurait été causée par un véhicule en provenance de Pau transportant vraisemblablement des explosifs. Son conducteur aurait forcé le contrôle douanier, ce qui a conduit à l'intervention des agents de la douane qui ont fait usage de leurs armes. Selon le procureur, cette action aurait provoqué la détonation, entraînant les pertes humaines et les dégâts considérables. Membre de la délégation gouvernementale, le ministre de l'économie Ababakar Nakanabo a exprimé son soutien aux familles des victimes et à l'ensemble du personnel des douanes. Quant au ministre d'État Émile Zerbo, il a assuré que toute la lumière serait faite sur cet incident et que justice serait rendue. Au tiers de l'ancien vice-président du Conseil national de transition, Mahamat Saleh Maki n'est plus. Selon APA News, il est décédé en Turquie où il a été évacué. Président du Parti pour l'unité et la reconstruction, il a été élu député lors des législatives de 2011, fonction qu'il a assumée pendant 10 ans. En 2021, lors de la mise en place de la transition, il sera reconduit au Conseil national de transition où il a été fait vice-président, poste qu'il a occupé jusqu'en mai 2024. Mahamat Saleh Maki a été l'homme qui avait pris l'initiative de faire élever le défunt président Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal en juin 2020. Plusieurs dizaines de journalistes tués en 2024 dans l'exercice ou en raison de leur métier. 54 tués, dont un tiers par l'armée israélienne, essentiellement à Gaza. C'est le bilan annuel de Reporters sans frontières publié ce matin. Selon l'organisation, les forces armées israéliennes sont responsables de la mort de 18 journalistes cette année, 16 à Gaza et 2 au Liban. À Gaza, justement, 12 agents chargés de sécuriser des camions d'aide ont été tués ce jeudi dans des frappes israéliennes, 7 à Rafah et 5 à Khan Younes, 2 villes du sud de la bande de Gaza, bilan fourni par la défense civile de Gaza. L'affaire Kylian Mbappé en Suède, pour terminer, l'enquête pour viol visant l'attaquant du Real Madrid lors de son passage à Stockholm en octobre est close. Dans un communiqué, la procureure en charge du dossier évoque une absence de preuves. Merci, Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Budget 2025, comment concilier rationalisation des dépenses et prise en charge des urgences? La parole à nos deux intervenants tout à l'heure dans Point de vue. Nous serons avec le docteur Seydina Omar Sey, économiste, et Massour Nakan, président de SOS Consommateurs. RFM Sport. Malal Diane Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Après le premier tour des championnats d'Afrique des clubs, place au bilan. Le bilan d'abord du côté de la Jeanne d'Arc de Dakar, deuxième équipe sénégalaise qui a été appelée à la dernière minute avant le début de ces championnats d'Afrique pour suppléer l'équipe du Nigeria. Les Bleus et Blancs ont réussi malgré les difficultés à se hisser au second tour, malgré la défaite hier devant le REC du Rwanda 65 à 52. Les Bleus et Blancs sont passés comme meilleurs troisième. Antuman Lee est leur entraîneur. Il tire le bilan de la rencontre et de la participation au premier tour.
Je pense que l'objectif, je le rappelle, pour la gendarmerie, c'était de relever le défi de la participation. Je pense que nous avons réussi cela. Ensuite, nous avons essayé de mettre en place une équipe qui devait pouvoir être capable de répondre sur le terrain. Et je me suis rendu compte qu'au fur des matchs, les filles ont eu beaucoup d'envie et beaucoup d'engagement. Et à la limite, à un moment donné, je sentais comme si les filles étaient déjà préparées depuis très très longtemps et les filles montraient un engagement comme si on doit gagner ce tournoi-là. Je pense qu'en termes de participation, on peut dire que le bilan est positif parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à être là. Maintenant, pour chaque activité, il y a toujours de bonnes choses et de mauvaises choses. Et nous allons prendre tout ce qui est bon, on va prendre comme acquisition. Et tous les erreurs concédées, nous allons les évaluer et essayer d'apporter des corrections dans le futur. Je rappelle aussi que nous ne sommes pas loin du démarrage du championnat au niveau du Sénégal. Et pour nous, ce tournoi-là était bien une occasion de pouvoir mettre en place un groupe et préparer éventuellement une équipe qui pourrait être présentée pour ce championnat. Donc globalement, je pense que je peux me permettre de dire que nous avons eu une participation plus ou moins positive. Pour le prochain adversaire, nous déjà, on n'était pas dans les calculs. Et ce qui était important pour nous, c'était de prendre les choses match après match. Là, comme vous l'avez dit, le prochain match, nous avons 24 heures encore. Demain, je pense que c'est journée de repos. On va en profiter déjà pour se reposer et retravailler un peu et corriger les erreurs que nous avons eu à faire aujourd'hui. Et essayer de faire quelques vidéos pour voir l'adversaire et voir aussi quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre pour essayer de répondre correctement sur le terrain. On n'était pas là pour arriver à ce niveau-là. On était juste venu pour participer. Maintenant, tout ce qu'on peut prendre sur le terrain, on va prendre. Mais il faut quand même qu'on garde la sérénité. L'équipe qui a battu la Jeanne d'Arc hier, le REC, sera l'adversaire de l'AS Ville de Dakar demain. Al-Ahly fera face à l'équipe de CNSS, FBA fera face à l'équipe de la PR et la GAL retrouve l'équipe de Ferroviaro. Les organisateurs de ces championnats d'Afrique, eux également, sont satisfaits du bon déroulement de la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pathé Keita, président du comité sportif de l'organisation, tire un bilan positif au niveau jeu et au niveau organisation. C'est un bilan totalement positif, parce que tous les matchs sont bien déroulés. En fait, le cahier de charge a été respecté. Les équipes ont toutes été logées et les délégations de la FIBA. Aussi concernant les entraînements aussi, comme on avait une exigence d'avoir 2 salles, je pense qu'on a eu à faire recours à la salle de Guédiawaye, aussi à la salle de Mermoz. Donc tout se passe bien, alhamdoulilah aussi. Pour certains matchs quand même, surtout ceux qui concernent la ville de Dakar, le public a répondu. Donc sur le plan sportif aussi, l'équipe de la ville de Dakar et l'équipe de la GAS sont qualifiées pour les jeunes de finale. Donc on tire un bilan totalement positif. Et en tant qu'amateur de basket, comment vous voyez le niveau? Oui, je pense que même la FIBA, les experts de la FIBA ont reconnu que c'est l'un des meilleurs tournois de ces dernières années parce que le niveau est très relevé. Quand on voit que le champion en titre Sporting n'est pas qualifié en 8e de finale, il y a aussi l'équipe de Camerounaise qu'on attendait beaucoup, les forces armées police du Cameroun, qui ne sont pas au 2e tour. Cela dénote un peu du niveau et on a eu aussi accès à des matchs très disputés, très épiques. Donc ça veut dire que c'est vraiment un niveau de championnat d'Afrique, ce tournoi. Malal Diane Junior, la Ligue des champions qui cède la place à la Ligue Europa, plusieurs matchs ce soir. Avec Malmö qui joue contre Galatasaray, Tottenham de Makhtar Sarr se déplace pour défier l'équipe des Glasgow Rangers. Ça, c'est une rencontre à attendre. L'Ajax d'Amsterdam joue contre Lazio Rome. Francfort en France pour défier Lyon. Victoria Pilsen contre Manchester United et Nice contre l'Union Sainte-Gilloise. Des matchs donc prévus dans l'après-midi à partir de 19h20. Hier, l'équipe du Barça a montré la technique, le génie de ces jeunes face à Dortmund. C'était un bon match. Ouais, 3 buts à 2, score final. Merci beaucoup, Malal Diane Junior. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le sort du CES et du HCCT, c'est l'enterrement de première classe pour ces deux institutions. La mise en bière a été actée hier lors du Conseil des ministres de mercredi. Et l'on va droit vers la révision de la Constitution, relève Libération. Pour le quotidien, Diomaye Faye pose l'acte 1. Et pour faire passer la loi, le président a besoin de mobiliser les 3/5 des députés. Et puis c'est tout. Réumi quotidien constate en fait que ce sont deux projets de loi qui sont dans le circuit. Les économies budgétaires
issus de leur dissolution vont être réaffectés au recrutement d'enseignants. Selon le journal Les Échos, le président a exigé aussi la nomination par appel à la candidature des nouveaux membres du CNDH. Avec la loi des finances examinée en Conseil des ministres, le Premier ministre annonce son budget à fort impact économique et social. Le président réitère l'urgence d'octroyer de l'emploi aux jeunes. Il passe pour ce faire à la loupe l'ANPEJ, 3FPT, Ryundaouni, DAC, HTIP, entre autres. Selon Vox Populi, il n'a été retenu de n'inscrire dans le budget que les projets et programmes matures et en fort impact économique et social. L'Obs pointe les délais serrés pour le vote du budget et le recours au 86.6. Enquête note que Diomaye s'attaque au système éducatif et au déficit d'enseignants. Il veut résorber très vite le gap. En attendant, ceux qui ont de l'emploi, beaucoup d'entre eux en tout cas en perdent, les licenciements, le retard des salaires dans le public, les retards dans le paiement des bourses, entre autres, menaces graves sur l'équilibre social au Sénégal, avertit le public. Après une large victoire écrasante à la présidentielle, une razzia aux législatives, le tandem bien armé peine à tirer sur ses ennemis que sont le chômage, la faim, la conjoncture, l'immigration, la santé, l'éducation. Partout, ça sent le statu quo et non textuellement la publication menacée de radiation de la liste des députés comme Barthélémy Diaz et Thierno Alissi prend les devants et jette l'éponge, constate le journal L'Info, condamné pour abus de confiance dans une affaire. L'opposant hier, Ali a été débusqué, vous le savez, de l'Assemblée nationale alors même qu'il venait de remplacer Abbas Fall, lui-même nommé ministre. Dans Vox Populi, le mise en cause se justifie, il dit « J'ai préféré mettre le parti à l'aise ». Oui, le gouvernement aussi, pour une justice équitable, fin de citation. À la une du journal Le Témoin, business sur Durand, quand les mafieux de la dialyse s'entretuent autour de marchés estimés à plus de 20 milliards de francs CFA. Le journal écrit, oui, en plus de l'enveloppe de 9 milliards débloquée par l'État du Sénégal pour la prise en charge gratuite de séances de dialyse au profit de quelques 1000 malades souffrant d'insuffisance rénale. Pendant ce temps, les mafieux de la dialyse sont accusés d'avoir freiné l'activité de la transplantation rénale, une accusation qui semble justifier l'interruption des opérations de greffe rénale, faute de subventions durables de l'État du Sénégal. Le Témoin a enquêté pour vous. Le journal Sud Quotidien fait focus sur le BRT qui fait face à l'incivisme des Sénégalais, non-respect des feux de signalisation, blocage des carrefours, occupation illégale des emprises. Le journal a fait un dossier pour vous. À la une du journal Enquête Affaires West African Energy, Samuel Sarr, la désillusion nationale. Le journal explique comment Waé a été monté, financé et réalisé par des Sénégalais. Que reproche-t-on concrètement à Samuel Sarr, principal promoteur du projet, s'interroge le confrère. Des inquiétudes en tout cas sur la livraison du projet initialement prévu en début 2025. Ce cri du cœur, ou plutôt cri de colère de l'ex-membre du Conseil économique, social et environnemental Awa Cheikh Mbeng, oui, c'est au sujet d'une tracasserie à l'ambassade d'Espagne à Dakar. Elle dit avoir vécu 34 ans en Espagne, mais elle ne peut pas amener sa mère malade là-bas pour se faire soigner. C'est écœurant ce qu'elle a subi au consulat d'Espagne. Elle dit, c'est écœurant ce que j'ai subi au consulat d'Espagne à Dakar. Pour le regroupement familial, le consulat donne des rendez-vous de 2 à 3 ans. On doit appliquer la réciprocité de visa aux Espagnols. Et puis, en première page du journal Source, élection du conseil de la FIFA, c'est officiel, Augustin Senghor est candidat. Le confrère note que la compétition ne sera pas un simple jeu d'enfants, sachant que sur les 16 candidats, 5 seulement seront retenus. Parmi les candidats, 5 autres donc issus de l'Afrique de l'Ouest pour cette élection prévue au mois de mars 2025 au Caire. C'est en Égypte. S'il passe, eh bien, Augustin sera de facto membre du comité exécutif de la FIFA. Bonne nuit. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons à point de vue. Budget 2025, comment concilier rationalisation des dépenses et prise en charge des urgences. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Seydina Omar Sey. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Notre deuxième intervenant, Maître Massokhna Nakan. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de SOS Consommateurs. Alors, la parole d'abord, je reste avec vous, Maître Massokhna Nakan, le président de la République qui a déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale le budget 2025. D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée se réunit cet après-midi. Alors, la question est de savoir, aujourd'hui, le gouvernement nous parle de rationalisation des dépenses.
rationalisation des dépenses et la décision qui a été prise hier en conseil des ministres pour la dissolution de certaines institutions, rationalisation des dépenses et urgences, les urgences de l'heure, notamment la problématique liée à l'emploi. Est-ce que ce sera une mission facile? Bon, j'aurais souhaité prendre la parole après l'expert économiste, parce que lui, au moins, il peut tracer des chemins et indiquer des trucs sur lesquels je pourrais réagir. D'accord. Donc, je lui donne la parole avant de vous revenir. Docteur Seydina Omar Sey, est-ce que ce sera facile pour le gouvernement de concilier rationalisation des dépenses et prise en charge des urgences à la lumière de ce que l'on voit jusque-là? Oui, bien, tout à fait. Hein. Donc, bonjour à M. Khan. Donc, ici, en fait, il a raison. Il fallait juste camper, en fait, l'objectif, l'idée qui est derrière. Donc, le fait que l'État veuille agir de la sorte, parce que vous le savez, vous tous, donc, on a un encours de la dette élevé, c'est-à-dire le montant total des emprunts qui résulte de l'accumulation des déficits de l'État. Donc, c'est énorme. Et là, il va falloir bien expliquer ces deux mots, si vous voulez. Donc, le déficit et la dette. Donc, il faut comprendre bien que le déficit, cela concerne une année, alors qu'une dette, c'est une accumulation des déficits de plusieurs années. Donc, si vous regardez bien ces derniers temps, donc, il y avait des statistiques, même si constatées, mais on sait très bien qu'on est à des niveaux d'endettement élevés, à telle enseigne qu'il va falloir rationaliser cela. Or, pour lutter contre cela, il va falloir diminuer le poids de la dépense publique dans le PIB, qui constitue l'une des solutions les plus efficaces du point de vue à la fois des finances publiques, mais également de l'activité économique en vue de relancer, en vue de tout faire pour la faisabilité des orientations et stratégies côté budget. Mais l'objectif, c'est d'atteindre des objectifs à des fins optimales, notamment, par exemple, la satisfaction des besoins et des attentes des populations. Donc, il va falloir rationaliser les dépenses. Et c'est sous cet angle, et c'est sous cet angle que vous mettez la suppression du HCCT et du Conseil économique social, dont le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Oui, mais pour ne pas être simpliste, pas sous cet angle, c'est clair que cela fait partie, mais il va falloir avoir, par exemple, des réorientations plus stratégiques, mais c'est clair, le fait de supprimer HTTC et ainsi de suite, là, c'est simpliste, c'est clair que cela va faire partie, mais l'idée derrière, c'est de pouvoir orienter tout simplement, par exemple, notre cadrage budgétaire, entre autres, mais l'idée, c'est de pouvoir prioriser tout simplement des dépenses, des orientations, ils l'ont ciblé, c'est-à-dire que pour l'ensemble des investissements à venir, c'est-à-dire que les ressources à accumuler, les ressources à obtenir, il faudra l'orienter de manière efficiente et de manière optimale en vue de satisfaire les besoins et les attentes de la population, mais surtout changer de lunettes conceptuelles, avoir d'autres approches qui nous permettent de ne plus, par exemple, subir le fardeau de la dette, entre autres, lutter contre la corruption. Et je pense bien que sur ce point, il va falloir, par exemple, pointer le curseur, parce que si vous regardez bien l'impact de la corruption par rapport au niveau de notre dette, donc des statistiques prouvées ont montré que cela nous prend plus de 13% de notre budget. Donc il va falloir vraiment faire le recadrage, essayer de faire des dépenses prioritaires en termes d'investissement, mais surtout des investissements qui puissent générer des cash flows demain qui, voilà, on ne va pas subir, par exemple, le service de la dette, si vous voulez. Mais encore une fois, c'est un chantier de vraiment pouvoir faire des réorientations budgétaires pour pouvoir vraiment financer l'activité économique en tant que telle. En tant que telle. Justement, Maître Massor Nakan, docteur, pense qu'il faut qu'il y ait impérativement un recadrage budgétaire. Mais est-ce que ce sera facile? On sait qu'aujourd'hui, les urgences ne peuvent pas attendre et certains pensent même qu'il y a des priorités parmi ces urgences. Vous êtes consommateur, vous sentez donc ce que vivent les populations aujourd'hui. Les autorités doivent presser le pas. Oui, vous savez, tout est urgence actuellement, comme vous le savez, dans tous les secteurs, aussi bien dans le secteur de l'alimentation, le transport, l'électricité, l'eau, tout est cher maintenant. Tout est devenu plus cher et il va falloir réduire les prix pour augmenter le pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est une des plus grandes urgences. Maintenant, la rationalisation des dépenses, c'est une impérieuse nécessité et on a
commencé par le HCCT, le Conseil économique et social. Il va falloir voir dans d'autres secteurs aussi, notamment rationaliser les agences qui sont souvent budgétivores et qui exercent les compétences qui sont normalement dévolues à des ministères. Ouais. Il faut les ramener au ministère. Il y a énormément d'agences qui sont créées, qui occasionnent des dépenses budgétaires énormes pour un résultat vraiment très mitigé. Généralement, on ne fait même pas les évaluations de ces agences. Il y a beaucoup d'agences qui doivent retourner au ministère. C'est dans les compétences des ministères. Donc, oui, en tout cas, le chef de l'État a demandé, le chef de l'État, au-delà de la suppression de certaines institutions et d'agences, a également demandé la révision des programmes et projets de l'État. Absolument. C'est pourquoi je dis que tout est urgence. Dans tous les secteurs, il y a des urgences. Et je salue le point de vue du docteur Seydina Oumar Sey, qui a bien campé le débat. Donc, je crois que la tâche, rien ne sera facile. La tâche sera extrêmement difficile parce que c'est partout le rouge dans tous les secteurs, y compris, comme il l'a expliqué, la dette et les déficits. C'est énorme. Mais c'est des tâches à hauteur d'homme. C'est des hommes qui doivent se battre et tout le monde doit s'y mettre. Pas seulement les pouvoirs publics, mais tout le monde doit se mettre au travail. Et surtout discipliner les gens. Sinon, ça ne peut pas avancer. Ouais. Et dans le cadre de la lutte de la corruption, le docteur Seydina l'a évoqué tout à l'heure, c'est un problème aujourd'hui qui a un impact très sensible sur le budget. Oui, la corruption, c'est une gangrène. La corruption, elle atteint des niveaux insoupçonnables. Il y a la grande corruption et la petite corruption. Ici, on joue sur la loi des grands nombres. C'est énormément d'argent, la petite corruption. Plus la grande, qui n'est pas punie, qui est punissable, mais qui n'est pas encore punie convenablement. Je pense que les dossiers vont sortir très rapidement et ça risque de faire très mal, mais il faut passer par là. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas un règlement de compte, mais l'argent public doit revenir au public. L'argent public qui a été détourné doit être récupéré le maximum possible pour être reversé dans les secteurs qui en ont besoin. Et tous les secteurs en ont besoin. Que ce soit la santé ou l'éducation ou l'énergie. On a partout besoin d'argent. Il faut payer la dette aussi. Et donc, il faut récupérer le maximum de fonds publics détournés. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Maître Massokhna Kane. Alors, docteur Seydina Oumar Sey, c'est vrai, l'État a annoncé sa volonté de supprimer certaines institutions et agences, mais également une révision des programmes et projets de l'État. Et en même temps, il annonce un recrutement d'enseignants pour combler le gap. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ? Bon, tout dépend. C'est-à-dire que je pense bien que l'approche, encore une fois, c'est par rapport à la viabilité. Il va falloir tout simplement, en fonction de leur cadrage, en fonction des ressources avancées. Donc l'État, je pense bien, est à même de savoir, c'est-à-dire les éventuels recrutements. Est-ce que nous aurons, par exemple, les ressources escomptées pour faire face à cela? Mais toujours est-il que pour vraiment prétendre à aller vers le développement, il va falloir vraiment gérer tout ce qui est le capital humain, mais investir dans tout ce qui est, par exemple, l'éducation, si vous voulez. Donc c'est là où, par exemple, l'orientation stratégique des nouvelles autorités, mais c'est vraiment de booster tout ce qui est, par exemple, voilà, l'agriculture, mais également l'éducation, la formation, si vous voulez, l'employabilité des jeunes, entre autres. Mais notamment également de maîtriser le coût de l'énergie qui, par exemple, voilà, a des externalités positives, donc ça pourrait booster d'autres secteurs. Mais toujours est-il que je pense bien que c'est dans les cordes de l'État de pouvoir recruter, c'est pas du tout paradoxal. Dès l'instant qu'on a bien calibré tout simplement ce flux, et là, il va falloir faire tout simplement des recrutements mesurés, mais de ne pas faire des recrutements à outrance qui demain cela va nous rattraper. Mais indéniablement, il va falloir mettre tout simplement les moyens en termes de ressources humaines parce que c'est notre première ressource. Il va falloir mettre les moyens en vue tout simplement de jouer vraiment les premiers rôles demain en tant que, par exemple, nouvelle puissance économique de la zone ou bien de la sous-région. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la dette. Ce n'est pas une dette. Il y a la dette intérieure aussi qui pèse sur les épaules de l'État. Oui, tout à fait. Donc là, il va falloir faire des approches de ciblage parce que ici,
Quand, par exemple, vous devez développer des stratégies de remboursement de la dette, donc vous pouvez utiliser plusieurs stratégies. Il y a la méthode de l'avalanche, mais ici, pour gérer tout ce qui est la dette intérieure, pour booster, par exemple, le secteur des BTP, les petites et moyennes entreprises, entre autres, donc il faille utiliser la méthode de boule de neige, c'est-à-dire cibler d'abord les petites dettes, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire la dette intérieure. Ça nous permet de relancer de l'activité tout simplement à travers... si vous boostez la variable de la demande, mais entre autres également développer des stratégies de tout ce qui est par exemple la diplomatie économique qui nous permettent de pouvoir faire des négociations, de discuter avec nos créanciers entre autres tout simplement. Donc tout ça c'est dans nos corps. Maintenant, il va falloir gérer d'abord la nouvelle loi des finances rectificative et anticiper sur la loi initiale de 2025 avec des délais courts et là il faudra vraiment faire des ruptures en termes de procédures en vue de pouvoir développer tout cela et encore une fois regagner la confiance de l'écosystème tout simplement en termes de fonctionnement des marchés financiers si vous voulez, des partenaires techniques et financiers parce que voilà, le Sénégal a un climat des affaires à cet effet tout simplement. En tout cas, le chef de l'État, merci beaucoup docteur Seydina Oumar Seye, le chef de l'État est en train de vendre un peu l'image du Sénégal pour faire appel aux investisseurs. Maître Massokhna Kane, aujourd'hui aussi, il y a aussi l'aspect économique, l'économie nationale, différents secteurs qui aujourd'hui peinent à se relever. Oui, vous avez raison et je pense que le président de la République est en train, comme vous l'avez dit, de vendre l'image du Sénégal. C'est une très bonne chose. Ça va mettre en confiance les bailleurs de fonds et autres. Mais ce qu'il faut, on a parlé tout à l'heure de recrutement. Moi, je pense qu'il faut un recrutement massif. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit dans tous les secteurs stratégiques, que ce soit la santé. Il y a un déficit énorme. Surtout quand on va dans le milieu rural. L'éducation, c'est pareil. Dans d'autres secteurs également, il y a énormément de déficit de personnel. Donc, il faut recruter massivement parce que ça règle en même temps le problème de l'emploi des jeunes. Donc, en recrutant, vous réglez deux problèmes, le déficit de personnel et l'emploi des jeunes. Donc, il faut trouver les ressources qu'il faut. Et je pense que l'État doit faire preuve d'imagination pour trouver les ressources additionnelles. Mais il faut des ressources parce que ces recrutements-là, il faut les faire. Et il faut le faire le plus rapidement possible pour soulager les populations à cause de ce déficit de personnel. Merci. Le personnel de santé, c'est primordial, c'est vital pour la santé des populations. Il faut aller en brousse pour s'en rendre compte. L'éducation, c'est pareil. Il y a un déficit en personnel enseignant énorme. Je crois que le Premier ministre et le Président de la République en ont parlé. Il faut trouver les ressources, mais il faut recruter massivement et former pour combler les déficits de personnel et également combler le manque de retard d'emploi des jeunes. Merci beaucoup Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Merci également au docteur Seydina Oumar Seye, économiste. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Seydou Nourouba. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en nom de Kaderlo, chef d'édition Anna Rocha. Retour de l'info à 13h dans moins de 8 minutes. Un journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.